Chers collègues, bonjour. Je suis Béatrice Couéron, je suis professeure et je dirige le site Melchior. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le premier webinaire au cœur de l'entreprise de cette 3e édition de ces webinaires et vous permettre de vivre régulièrement le mercredi après-midi un très beau programme. Alors, je vous invite à vous inscrire à la newsletter, comme ça vous aurez les différentes propositions qui vous sont faites. Mais avant de passer la parole à Laurence Boyau qui va animer ce webinaire et que je remercie aussi chaleureusement, qui est IA-IPR d'économie-gestion, je vous invite à tous poser vos questions dans le chat pour passer ensemble un moment très interactif. Merci beaucoup et bel après-midi. Laurence, c'est à vous. Bonjour, merci pour votre participation à ce webinaire. Donc, nous allons nous rencontrer cet après-midi au cœur de l'entreprise avec l'entreprise Mazars. Aujourd'hui, les organisations s'inscrivent dans un monde, une société qui évolue. Les grandes fonctions de l'entreprise s'adaptent face à la transformation environnementale, sociétale et numérique. Aujourd'hui, les indicateurs de performance d'une organisation s'élargissent autour de l'indicateurs traditionnel de mesure du profit. Face à ce contexte, nous pouvons nous interroger sur l'évolution des métiers et des grandes fonctions dans l'entreprise, qui est au cœur aujourd'hui de notre webinaire. En nous appuyant sur la collaboration de Claire Cizer, directrice de l'innovation des technologies chez Mazars, nous allons pouvoir échanger autour de problématiques durant un format d'environ 1 heure. Nous vous proposons aujourd'hui de traiter quelques thématiques, et notamment les incidences du changement sur les métiers, les fonctions, les compétences aujourd'hui, mais également de s'interroger sur comment les organisations prennent aujourd'hui en compte les enjeux sociétaux et environnementaux, et plus globalement par rapport au parcours des jeunes, des élèves, comment nous pouvons accompagner les élèves dans leur orientation vers les métiers qui évoluent, se transforment, se créent, et ainsi aider l'élève également à devenir un citoyen éclairé. Pour participer cet après-midi à ce webinaire, nous remercions chaleureusement Claire Cizer qui a accepté d'échanger avec nous, de partager son regard professionnel et son expérience au travers de cette thématique. Nous allons vous proposer un webinaire qui comprend plusieurs phases, dont la première phase va pouvoir permettre à notre intervenante de se présenter et également de présenter l'organisation dans laquelle elle travaille aujourd'hui. Puis, dans un second temps, nous aurons un temps d'échange au travers des métiers, des collaborations entre collaborateurs au sein de l'organisation, mais également sur les métiers émergents et innovants. Claire, je vous propose, si vous le voulez bien, de vous laisser la parole afin que vous puissiez présenter votre parcours professionnel, mais également présenter votre organisation. Avec plaisir. Bonjour à tous. Merci Laurence de me donner le micro aujourd'hui pour parler de Mazars et de mon métier. Je suis Claire Cizer, je suis le Chief Technology and Innovation Officer du groupe Mazars. Donc en français, ça veut dire que je suis la directrice de l'innovation et des technologies du groupe. Alors Mazars, vous le connaissez peut-être, c'est un cabinet de commissariat aux comptes, d'expertise comptable et de services financiers. Alors c'est une très belle structure qui est française. Donc nous sommes aujourd'hui une société internationale qui vient de France. Nous sommes présents dans 100 pays aujourd'hui avec à peu près 35 000 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards. On a beaucoup cru par croissance organique, mais aussi des croissances externes. Et moi, j'ai rejoint le cabinet il y a maintenant 6 ans pour une création de poste, donc de Chief Technology and Innovation Officer, puisqu'il y avait ce besoin exprimé par le top management, mais aussi par l'ensemble des salariés, de se transformer et de faire face aux nouvelles technologies qui émergent. Donc ça, c'est Mazars. Aujourd'hui, je suis basée à La Défense. Pour ce qui est de mon parcours professionnel, alors je suis de formation ingénieur et scientifique, mais pour revenir au tout début de ma formation, puisqu'on est avec l'éducation nationale,
Voilà, je suis un pur produit du système scolaire français. J'ai eu la chance de connaître plusieurs systèmes, puisque j'ai d'abord été dans les écoles élémentaires et les collèges du quartier. Ensuite, ma famille a déménagé, est allée en Chine. J'ai été inscrite au CNED, donc j'ai fait l'école par correspondance, le cursus français par correspondance pendant 5 ans, en parallèle d'une scolarité à l'école chinoise du quartier et puis ensuite à l'école américaine. Et j'ai terminé le lycée au lycée français de Pékin, où j'ai fait ma terminale et j'ai passé donc mon bac à Pékin. Je suis rentrée en France pour mes études supérieures, parce que j'étais en classe préparatoire au lycée Condorcet. Et ensuite, je suis entrée dans une grande école d'ingénieurs à Supélec, où j'ai fait 2 ans d'études. Et ma 3e année, j'ai eu l'opportunité d'aller à l'étranger. Cette fois-ci, j'ai choisi d'aller aux États-Unis. Donc, j'ai été au MIT, qui est une très grande institution américaine. Et j'y ai fait un master et ensuite j'ai continué et j'y ai fait un doctorat en sciences, en aéronautique et astronautique. Donc voilà pour mon parcours, pour mon éducation. Mon premier poste était du conseil en stratégie, conseil en management. Donc c'était très à la mode à l'époque, ça l'est encore, même si ça l'est un petit peu moins en ce moment d'après les journaux. Mais j'ai fait 1 an de conseil en stratégie. Ça m'a permis de connaître le client, de connaître différentes entreprises, différentes organisations, quels étaient leurs plus gros enjeux, les enjeux sur lesquels on était missionné. Après ça, en fait, je suis retournée faire mes études, c'est là que j'ai fait mon doctorat et j'ai lancé ma start-up à la suite de mon doctorat sur la base des algorithmes que j'avais développés au MIT avec des compagnies aériennes et je suis restée dans le transport pendant un petit moment. Je suis rentrée en France pour des raisons personnelles après plusieurs années passées aux États-Unis. Et là, j'ai rejoint un grand groupe du CAC 40, donc Vinci, auprès duquel j'ai d'abord aidé sur différentes missions de conseil. Et j'ai ensuite pris un poste très opérationnel à la direction du péage. Et en même temps, j'ai cumulé un poste autour du big data et de l'innovation. Et donc, il y a 6 ans, j'ai eu cette formidable opportunité de rejoindre le groupe Mazars pour écrire toute la feuille de route de l'innovation et des technologies et pour la mettre en place, l'implémenter. Donc aujourd'hui, on en parlera avec Laurence, mais on a structuré toute la démarche d'innovation et de technologie. On est présent, donc aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de pays qui ont des représentants innovation, technologie, qui travaillent en fait à identifier les nouvelles tendances, donc en fait à lire les tendances du marché, les tendances macroéconomiques, les tendances réglementaires, puisqu'on est dans un pays, dans un environnement qui est très réglementé, et aussi tout ce qui est nouvelles technologies, pour ensuite comprendre ce que ça veut dire pour notre groupe, pour notre organisation, et trouver le meilleur moyen d'ajuster notre positionnement par rapport à cette nouvelle donnée qui évolue très vite, puisqu'en fait, aujourd'hui, le monde change très vite, tout est en train de s'accélérer, il y a de plus en plus de digital. Donc, il faut être très, très réactif, il faut former nos collaborateurs en continu, il faut leur donner accès à de nouveaux outils, il faut créer des outils qui soient adaptés justement à nos métiers et non pas des outils qu'on peut trouver sur la place de marché. Et il faut ensuite générer une adoption en interne afin que ces outils soient utilisés et qu'on ait le plus gros impact possible. Donc voilà, très rapidement, une petite introduction. Merci. Au travers de cette introduction, on voit se dessiner votre métier, Claire, de directrice de l'innovation et des technologies. Pouvez-vous nous indiquer les grandes missions de ce métier et comment ce métier s'est créé? Quelle est votre perception par rapport à la mise en place de cette nouvelle fonction dans l'entreprise? Oui, bien sûr. Alors, c'est une fonction qui est très intéressante, qui est très nouvelle et en fait qui cumule 3 dimensions importantes qui sont, il y a une dimension de leadership, une dimension de management et une dimension opérationnelle très forte aussi. Alors, c'est du leadership parce que ma fonction fait que je suis là pour incarner, pour fédérer l'ensemble des collaborateurs. Il y en a 35 000 dans le monde, donc je ne peux pas parler à chacun d'entre eux. Donc, il faut vraiment définir une vision, être capable de la communiquer, être capable d'embarquer des gens qui vont en embarquer encore d'autres et en fait, ainsi actionner une chaîne
qui va permettre à l'entreprise de changer vraiment son ADN. Donc, il y a une vraie composante de leadership qui est très importante et qui était en fait la création de ce poste. Ensuite, il y a du management parce qu'on a des équipes en innovation qui vont en fait aider à trouver les nouvelles tendances, à les digérer pour l'entreprise et qui vont ensuite organiser des sessions d'inspiration et de brainstorming pour faire émerger les nouvelles idées. Il y a une autre composante qui est très technique, très technologique, qui est le développement de nouvelles solutions, donc souvent des solutions digitales, mais pas que. Et donc là, on a voilà, des équipes avec des compétences bien particulières qu'il faut aider à faire émerger. Et ensuite, on est vraiment dans l'opérationnel parce que c'est la partie très intéressante de l'innovation et des nouvelles technologies. En fait, il faut faire du nouveau, donc personne ne sait faire. Donc, il faut relever ses manches, commencer à faire avec des prototypes, tester, essayer, éprouver et en fait, ensuite passer à l'échelle sur les prototypes qui marchent et qui fonctionnent. Donc, c'est un triptyque très intéressant où on voit qui est très complet en fait et qui demandait voilà, à être incarné par une personne, une fonction et ensuite décliné jusqu'au plus bas de l'organisation. Aujourd'hui, vous managez un certain nombre de collaborateurs dans tout le monde. Oui. Est-ce que vous avez peut-être des tendances à pouvoir partager en lien avec ce métier de manager? Comment on peut faire collaborer finalement le personnel dans le monde entier au travers d'un objet commun? Comment on peut tendre vers être un bon manager pour arriver à fédérer l'ensemble de ses collaborateurs? Alors, ce n'est pas évident et tous les jours, j'essaye de nouvelles techniques pour m'améliorer. J'ai la chance d'avoir l'opportunité de m'exprimer à de très nombreuses conférences, de m'exprimer devant l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, ça me permet déjà de faire passer des messages, d'inspirer nos collaborateurs pour qu'ils n'aient pas peur du changement, mais qu'au contraire, ils soient acteurs de ce changement. Ce qui me permet d'avoir des relais en fait dans les pays et au sein des différentes unités managériales, d'avoir des relais, des ambassadeurs de l'innovation qui vont nous aider à communiquer dans les deux sens. Donc, ils vont nous aider à en fait décrypter la stratégie pour l'ensemble des collaborateurs et ils vont aussi nous aider à faire remonter les idées. Et c'est en fait en donnant la parole à l'ensemble des collaborateurs, en donnant la permission à tout le monde de participer, de venir contribuer, de venir partager ses idées, qu'on arrive aussi à fédérer. Donc, il y a une partie de ce job qui consiste aussi à renvoyer la lumière, à faire rayonner l'ensemble des collaborateurs individuellement au niveau des équipes et au niveau des business units. Au niveau des compétences de votre langue de travail, est-ce que vous travaillez en anglais avec les collaborateurs? Est-ce qu'il y a d'autres… Alors, il me semble que les langues officielles de Mazars sont bien le français et l'anglais, puisqu'on a… voilà, nos origines sont françaises. Donc, il y a beaucoup de réunions qui se font en français parce qu'une très grande partie de nos collaborateurs sont francophones. Par contre, l'anglais reste de mise. Donc, je travaille au quotidien en anglais. Tous les jours, je parle anglais. C'est très important d'avoir cette maîtrise non seulement de la langue, mais aussi des cultures. En fait, comme j'ai la chance, et c'est l'une des dimensions intéressantes de ce poste, c'est d'avoir la possibilité de travailler avec des personnes venant de 100 pays différents. Vraiment au quotidien. Donc, ce matin, j'étais avec des Allemands. Tout à l'heure, je suis avec des Hollandais. Puis, dans ma prochaine réunion, ce sera un brassage d'Indiens, Allemands, Anglais, Américains, etc. Donc, il y a une vraie diversité. J'ai peut-être eu tendance au début à un peu occulter les différences culturelles en me disant qu'on allait tous vers le même objectif, donc que l'objectif primait. En fait, non, dans la communication, dans la manière de fédérer, dans la manière de manager, ça ne se fait pas de la même manière en France, aux États-Unis ou en Chine.
Et il faut vraiment en prendre compte parce que ça nous permet d'être plus efficaces et de faire en sorte que les gens se sentent plus à l'aise aussi dans le quotidien, dans la relation de travail avec moi ou avec mes équipes tous les jours. Et c'est une dimension qui est très intéressante. Sur le travail avec vos collaborateurs, ils deviennent ambassadeurs. Et au travers de c'est une mission en fait qu'ils ont au travers d'une fonction qu'ils occupent par ailleurs, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en fait ce mode de fonctionnement? Finalement, est-ce que les ambassadeurs sont formés? Est-ce qu'il y a un réseau qui est mis en place? Quelle est un peu la politique chez Mazars? Comment ça fonctionne? Alors oui, ils sont formés, probablement pas assez, mais ils sont formés. Et oui, il y a un réseau. Alors, je vais vous expliquer un peu le concept des ambassadeurs de l'innovation. Donc, en fait, on est je l'ai dit, dans 100 pays différents. On a 7 grandes lignes de métier. Donc, l'audit, l'expertise comptable sont 2 d'entre elles, mais on en a plus. Et en fait, on a besoin d'ambassadeurs dans l'ensemble des pays et dans l'ensemble de ces fonctions, puisque l'innovation, les nouvelles technologies viennent appuyer l'ensemble des pays et l'ensemble des fonctions. Donc, on est ce qu'on appelle une fonction transverse, une fonction support, on vient les appuyer et donc on a besoin d'avoir des relais au sein de chacune de ces petites équipes. C'est pas possible d'avoir un lien hiérarchique direct avec toutes ces personnes. Parce que d'abord, on est organisé plutôt par pays et après en fonction que par fonction globale. Donc, j'ai construit un réseau d'influenceurs, mais plutôt d'ambassadeurs. C'est un réseau qui est très ouvert. Chacun peut décider demain qui devient un ambassadeur de l'innovation et des technologies. Et il appartient en fait à une communauté. Donc, c'est chacun qui choisit en fonction de son temps et de son appétence pour ce sujet-là, de passer plus de temps sur ce sujet, d'assister à des conférences ou à des webinaires comme vous en faites un aujourd'hui. Donc, ils peuvent se joindre à moi. Et on va leur donner en fait les clés de lecture sur qu'est-ce que l'innovation, quelles sont les nouvelles technologies, comment créer, comment en fait stimuler la créativité des collaborateurs. Donc, on va leur donner des méthodologies qui ont été éprouvées avec des conseils sur les meilleurs moyens de le faire au sein de Mazars. On va leur donner la théorie sur de l'intelligence artificielle, mais on va aussi leur donner des cas d'application concrets pour pas qu'ils soient laissés juste avec trop de théorie, mais on va leur dire voilà les outils qui sont à notre disposition chez Mazars, c'est A, B, C, D. Et puis, une fois que vous avez ça, vous pouvez utiliser telle et telle solution qu'on a déjà mise sur étagère pour vous, pour aller vous-même vous familiariser avec ces technologies, voir si vous vous sentez capable d'en parler de manière complètement ouverte, transparente à vos collègues, pour diffuser en fait ces nouvelles technologies, ces innovations, ou même aux clients, pour en fait ouvrir de nouvelles opportunités pour le groupe. Donc, c'est un réseau. Aujourd'hui, on a des Innovation Ambassadors, on en a dans 60 pays sur 100. Donc, c'est un grand succès. On n'essaie même plus d'aller à 100 pays. Enfin, on sait qu'avec 60, on a déjà une très large couverture, que les gens vont et viennent parce qu'ils ont d'autres priorités. Donc, ils ne sont pas évalués sur cette composante-là. Donc, on est bien conscient de ça. Donc, on n'essaye pas d'aller au-delà à tout prix. On veut juste que cette communauté-là soit contente, se sente inspirée, soit heureuse de se connecter aux calls qu'on peut organiser et participe en fait activement à faire émerger des nouvelles idées et nous faire rencontrer des nouvelles sociétés, des nouvelles startups, des nouveaux acteurs que eux auraient pu croiser dans un salon en région ou à l'international, que nous, on n'a pas le temps de trier. Merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une phase intermédiaire par rapport à des questions que nous avons reçues. Claire, nous avons notamment une question qui est en lien avec une illustration, une anecdote si possible, qui permettrait d'illustrer finalement la manière dont on peut développer l'innovation chez les collaborateurs de votre organisation. Et est-ce qu'il y a des situations qui vous ont marqué ou des adaptations nécessaires par rapport aux différentes cultures entre les pays? D'accord.
Alors, sur comment faire naître l'innovation, alors c'est pas du court terme, c'est vraiment du moyen long terme. Les ambassadeurs dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quelque chose que j'ai mis en place assez rapidement quand je suis arrivée. Donc, on a eu un premier séminaire de 2 jours où on a fait intervenir un conférencier qui nous a un peu ouvert sur ce que pouvait être l'innovation, sur ses modes d'expression, et il a fait en fait des parallèles, des analogies avec l'art. Donc, ce qui marche bien en fait, c'est d'être capable de faire des analogies, parce que les collaborateurs, les gens ne vont pas forcément comprendre tout de suite des sujets qui peuvent être très techniques, très technologiques. Ça va les rebuter, ça va leur faire peur. Par contre, si vous arrivez à amener des analogies, en fait, ils vont être capables eux-mêmes de faire des connexions, et parfois même des connexions très étonnantes qu'on n'aurait pas nous-mêmes imaginées. Donc, l'innovation vient beaucoup sur la capacité à mettre en relation 2 domaines qui, a priori, n'avaient rien à voir ensemble. Donc, il faut être capable d'inspirer, et souvent, c'est des conférences. C'est un conférencier qui va être motivant, inspirationnel. Et vous n'allez pas tout de suite avoir quelqu'un qui vient vous voir à la fin de la conférence en vous disant « ça y est, j'ai une idée géniale ». C'est un peu, il faut le faire au fil de l'eau, et après 1 mois, 5 mois, 6 mois, vous allez commencer à voir des personnes qui comprennent et qui sont capables de faire en fait ces analogies avec leur métier, leur quotidien. Et ensuite, ce qu'il faut réussir à faire, c'est les faire collaborer, donc les faire travailler ensemble, parce que une idée, ça reste une idée, ce n'est pas une innovation, il faut vraiment exécuter. Dans un groupe aussi complexe que Mazars, avec un métier aussi réglementé, qui est vraiment un métier très intellectuel, ça ne peut pas être une personne. Donc, il faut arriver en fait à mettre ces gens ensemble, à leur faire exprimer leurs pensées, leurs idées, et les accompagner pour transformer une première idée en un vrai projet. Et là-dessus, il y a des techniques, il y a des méthodologies qui sont éprouvées, qui marchent bien. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire assez régulièrement. Du coup, on refait 2 ou 3 jours de workshop ensemble, ce qui nous permet de définir des projets. Et alors, après, c'est de la gestion de projet. Comme ça peut être le cas dans l'industrie lourde, ou dans le développement de logiciels, on a de la gestion de projet, on a des gens qui savent battre la cadence, et ensuite, on va réussir à organiser les gens et amener les bonnes compétences, les bonnes ressources pour faire un premier prototype, et ensuite qualifier le prototype et arriver à le déployer. Et en fait, la manière d'amener plus de gens et plus de participation, c'est dès qu'on a un premier projet réussi, d'être capable de communiquer dessus, de le montrer, de faire intervenir les collaborateurs qui ont participé au succès, en fait, leur donner la parole pour qu'eux-mêmes en soient le relais, et ensuite gérer l'adoption auprès des collaborateurs. Et en fait, de fil en aiguille, on arrive à construire non seulement un réseau d'ambassadeurs, mais aussi un portefeuille de projets, et qu'on gère en gestion de portefeuille. Donc ça, c'était sur la première question. Et la deuxième question, c'était sur les différences culturelles, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, j'en ai effectivement. Donc, il y a toutes les petites choses. Donc, moi je connais très bien 3 cultures. La France, ça me sert tous les jours. La Chine, les États-Unis. C'est pas du tout la même façon d'interagir avec des Chinois ou avec des Américains. Les Chinois, il faut vraiment être dans le relationnel. Il faut vraiment avoir beaucoup de respect. Il faut mettre les petits plats dans les grands. Il faut que tout soit très soigné, etc. Avec les Américains, c'est beaucoup plus décontracté, mais c'est beaucoup plus transactionnel. Donc, il faut être capable de montrer par A plus B qu'on a raison, c'est factuel, les chiffres sont là, et c'est très rationnel. Donc, et les Français sont un entre-deux, en fait. Donc, en fonction de qui on a en face de soi, on ne va pas présenter les choses de la même manière, même si le fond reste le même, mais le format, l'approche ne sera pas exactement la même chose. Et après, même en anglais, il y a vraiment des subtilités. Alors, je vous dis ça et je regarde un petit papier que j'ai en face de moi, qu'un collègue m'avait donné.
sur les différences en anglais entre ce qu'un Américain va pouvoir dire, un Britannique va pouvoir dire et ce que vous allez pouvoir comprendre. Et par exemple, ce qu'un Anglais va pouvoir vous dire, ça va être I was a bit disappointed today by the meeting. Vous allez vous dire, bon, ok, il était un peu déçu, mais c'est pas grave, quoi. En fait, ce qu'il dit, quand le Brit dit ça, c'est qu'il est hyper déçu et que c'est presque un point de non-retour. Donc, il y a une vraie subtilité, une vraie différence entre ce que l'Américain peut dire et ce que le Britannique peut dire. Et il faut quand même en avoir conscience pour être capable de comprendre la subtilité dans la manière dont ils vont s'exprimer. Alors, après, le plus drôle, c'est quand vous avez dans l'audience différentes cultures, dont les Brits et les Américains, qui en fait sont sur leur terrain de jeu parce qu'ils jouent à domicile, hein, on s'exprime tous en anglais, donc eux, ils sont hyper à l'aise. Je trouve que les Anglais ont d'ailleurs tendance à surjouer et à tirer profit de cette aisance qu'ils ont par rapport à nous. Les Américains sont beaucoup plus relax, vous pouvez faire des fautes de syntaxe, des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe, c'est pas grave, ils vont essayer quand même de comprendre, alors que le Britannique joue vraiment plus sur le côté presque littéraire, avec énormément de subtilité. Il faut presque un décodeur pour vraiment être sûr d'avoir bien compris toutes les nuances qui pouvaient être dites, insinuées dans la réunion. Donc, le I'm a bit disappointed, il faut juste s'en souvenir quand vous avez un anglais en face de vous. Et c'est un exemple, et j'ai tout un papier. Voilà. Merci. Dans le chat, on a également en fait un autre regroupement de questions qui porte autour de la prise de risque. Innover aujourd'hui consiste également à prendre un risque. Des bonnes idées peuvent émerger par rapport à la mise en œuvre. Est-ce que la mise en œuvre peut être compliquée parfois? Là, on est sur des actions de volontariat et pas de responsabilité par rapport à une mission d'ambassadeur. Comment ces différents paramètres en fait sont gérés pour permettre quand même d'avancer et pas de freiner les réflexions? Alors, l'innovation, c'est constamment une gestion du risque et des opportunités. C'est vraiment… et il y a plusieurs manières de le voir, mais c'est toujours une analyse sur 2 dimensions. Quelles sont les opportunités, quels sont les risques, quels sont les bénéfices, quels sont les coûts. Long terme, court terme. Donc, il faut… je parlais du portefeuille de projet tout à l'heure. Dans ce portefeuille de projet, on essaie vraiment de gérer toutes ces dimensions pour les équilibrer, en fait. Parce qu'il y a une notion de prise de risque et de pari. Alors, après, dans l'exécution, on est quand même de plus en plus fort. On arrive on a un taux de succès qui s'améliore tous les ans parce que ça ne repose pas que sur les ambassadeurs de l'innovation. Eux, ils sont très importants pour en fait générer des idées pour la phase initiale de l'innovation. Mais ensuite, quand on passe en phase de concrétisation, on a des spécialistes, des professionnels qui entrent en jeu, qui vont, pour en citer quelques-uns, hein, il y a ce qu'on appelle UX, UI designer, donc c'est des professionnels qui vont aider à créer des interfaces graphiques qui soient orientées utilisateurs, donc pour simplifier un peu toutes les interfaces, qui vont s'occuper du parcours. Et donc, ils vont poser dès le début les questions de à quoi doit ressembler le prototype final. Et puis ensuite, on a des développeurs, hein, des équipes de développeurs professionnels qui nous font des nouveaux logiciels, des nouvelles applications. Alors, il y a toujours une petite dimension de découverte qu'on teste, on prototype. Et puis, on industrialise. Donc, c'est très itératif. C'est ce qui permet de réduire le risque. C'est ce qui permet aussi d'aller plus vite, de montrer des résultats plus rapidement et en fait de réduire les coûts associés. Donc, il y a tout un panel d'outils pour réduire les risques. Il faut en être conscient. De l'innovation sans risque, c'est pas non plus vraiment de l'innovation. Donc, il faut l'embrasser. Ça fait partie du jeu.
en fait. Et ne pas innover en soi est un plus gros risque encore que le risque inhérent à l'innovation. Merci. Les collaborateurs aujourd'hui travaillent en présentiel et pour certains peut-être en distanciel. Est-ce que ces différents paramètres permettent tout de même de faire avancer? Comment cette phase, peut-être au niveau du télétravail, des visioconférences, a été appréhendée au niveau de votre organisation? Alors, on a vraiment eu le pré-Covid et le post-Covid, hein, comme tout le monde. Et aujourd'hui, la politique globale, c'est de dire qu'il faut être environ 2 ou 3 jours au bureau en présence physique ou chez le client, parce qu'on a énormément d'équipes qui travaillent chez les clients, et 2 jours maximum chez soi en télétravail. C'est à peu près les règles qu'on observe. Alors, on a vu quelques départs en région. Donc, avant, tout le monde était, la plupart des gens qui étaient en tout cas sur le bureau de la Défense étaient en Île-de-France. On a vu beaucoup de jeunes partir en région. Le télétravail s'est beaucoup développé. Alors, moi, d'un point de vue managérial et d'un point de vue leadership, je trouve ça formidable. Ça a permis de fluidifier les relations avec des gens qui étaient très, très loin, donc avec nos collaborateurs qui sont en Thaïlande, en Australie, aux États-Unis. Je voyage beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et par contre, mes collaborations internationales se sont intensifiées. Parce que ça a même en fait un peu remis à plat les cartes. On avait tendance à avoir plus de connivence avec le voisin de bureau parce qu'on le voyait à la pause café, parce qu'on le voyait tout le temps. Maintenant, on se voit moins. Par contre, on voit beaucoup plus les collaborateurs avec qui on devrait travailler parce qu'on a les compétences requises sur un projet. Même s'ils sont à l'international. Donc, je trouve que ça nous a permis d'avoir cette ouverture sur l'international, de voyager moins. Donc, c'est très bénéfique. Par contre, même s'il y a des outils digitaux de collaboration, de brainstorming, ça reste super encore de tous se voir, de tous se croiser. Donc, hier, j'étais à un séminaire organisé par l'un de mes collègues. On était une centaine de personnes de à peu près une vingtaine de pays. Les quelques discussions que j'ai eues dans les couloirs avec des personnes en physique m'ont permis de dénouer un certain nombre de sujets, de tester quelques idées. Donc, il faut vraiment avoir cette approche hybride. Il y a du gain des deux côtés, mais il ne faut pas oublier que le présentiel nous apporte quand même énormément de choses. Aujourd'hui, nos élèves nous questionnent sur finalement des fois le déroulé en fait d'un professionnel, le déroulement de son organisation au niveau de la semaine. Pour des élèves qui aspiraient à devenir directeur ou directrice de l'innovation et des technologies, est-ce que vous auriez quelques éléments qu'on pourrait nous leur transmettre sur comment s'organise finalement votre semaine de travail? Des conseils que nous pourrions leur apporter pour cette réflexion, cette ouverture vers les métiers? Oui, bien sûr. Alors, je peux vous donner un peu une idée de ce à quoi peut ressembler mon agenda et comment j'essaye de gérer mon temps, parce que j'ai plus assez de temps pour tout faire. Donc, la gestion du temps est vraiment super importante. La maîtriser dès le plus jeune âge, c'est très important d'avoir conscience. Donc, en début de semaine, en fin de semaine, je regarde mon calendrier pour les semaines à venir et je refais un point sur quels sont les objectifs long terme, moyen terme, court terme et comment, du coup, ça va s'articuler dans l'ensemble de mon agenda du mois ou des semaines à venir. Donc, ça me permet de replanifier, de reprioriser les réunions, les dossiers sur lesquels je dois travailler dans la semaine qui va commencer le lundi. Généralement, donc ça me permet éventuellement de décaler certaines réunions, d'en annuler certaines ou d'en replanifier. Ensuite, quand je suis dans le vif de l'action en début de semaine, on commence quasiment toujours par dépiler sa boîte d'email le matin. Donc, quels sont les sujets à traiter? Et là, il y a toujours un peu d'urgent, moins urgent, etc. Mais j'ai toujours ce temps pour en fait regarder les informations qui m'arrivent sur ma boîte mail, traiter, essayer de répondre le plus rapidement possible dans les 24 heures
aux gens qui me sollicitent. Ensuite, il y a un moment d'équipe, donc rassembler l'équipe, faire une réunion d'équipe pour faire le point sur les sujets bloquants, sur les gros thèmes à venir et permettre en fait à l'ensemble de l'équipe de s'organiser, d'avoir de la visibilité, de voir les choses venir. Et ensuite, j'enchaîne souvent les réunions. Donc, j'ai des jours pour les réunions où je vais avoir des réunions les unes après les autres de 9h du matin jusqu'à 17h du soir. Donc, avec des interlocuteurs, différents types de réunions. Ça peut être des réunions de travail, après, ça peut être des réunions de préparation, ça peut être des réunions plus prospectives, essayer de comprendre, d'analyser les nouvelles tendances. Je me réserve toujours 2 moments de temps calme, le mercredi et le vendredi, pour en fait avoir le temps de lire la presse, de regarder tous les sujets et moi-même en fait de me former moi-même aux nouveaux sujets, et un temps en fin de semaine pour travailler la stratégie, la vision, parce qu'il faut tout le temps l'améliorer, tout le temps l'adapter. Donc, voilà un peu comment je m'organise. J'essaye aussi de participer à des conférences en tant que spectatrice, où j'essaye de comprendre les enjeux, j'essaye de voir quelles sont les bonnes techniques de communication aussi. Et je participe à beaucoup de conférences, de séminaires où je suis là pour inspirer les gens, pour parler des nouvelles technologies. Ça me prend beaucoup de temps parce qu'il y a toujours un aspect déplacement, il y a un aspect relationnel après la conférence, avant la conférence. Donc voilà, c'est un peu jongler entre réunions, conférences et temps à part pour réfléchir. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de vos différentes missions que vous occupez dans votre fonction, les enjeux écologiques sont partie prenante ou plus globalement les enjeux au niveau de votre société? Alors, les deux. En fait, donc, tout ce qui a trait à sustainability, en anglais, désolé, le mot français m'échappe, c'est une nouvelle ligne de métier chez Mazars. Donc, j'en avais cité 7, c'est la 7e. Donc, il y a tout un travail de réflexion fait autour de l'audit qui peut y être associé, du conseil qui peut y être associé. Et ensuite, ça sous-tend un certain nombre de sujets en interne. Et donc, c'est aussi l'une des priorités de mon département d'innovation et des technologies, de trouver en fait dans tous les axes que nous faisons les leviers justement pour cette transition à notre échelle et à toutes les échelles possibles. Et typiquement, là, on est en train de développer une nouvelle solution qui doit permettre à nos collaborateurs d'avoir leur empreinte carbone professionnelle, donc au travail, pour qu'en fait, on prenne conscience de l'empreinte carbone de nos usages digitaux, de nos déplacements professionnels, de l'utilisation des bureaux, etc., pour avoir des chiffres, puisqu'on est dans des métiers des chiffres, pour avoir des chiffres qui puissent parler à nos collaborateurs et pour qu'eux-mêmes se rendent compte de l'impact d'une visioconférence, d'avoir une boîte mail qui est complètement surchargée quand en fait ça a un impact sur la Terre. Donc, c'est leur donner en fait cette grille de lecture pour qu'eux-mêmes soient acteurs du changement et qu'ils aillent vider leur boîte mail, faire le tri dans leurs archives digitales, imprime moins, etc. Donc, voilà tout ce qu'on peut faire, mais c'est vraiment une partie très importante de la réflexion à plein de niveaux différents dans l'organisation. Par rapport aux différentes innovations que vous avez pu accompagner, est-ce qu'il y a une innovation qui vous a particulièrement marqué dans votre parcours professionnel? Alors, il y en a beaucoup, en fait. C'est toujours, chaque nouvelle innovation est vraiment une nouvelle aventure. C'est avec une nouvelle équipe, des nouveaux horizons, nouveaux impacts. Donc, c'est vraiment ce qui me plaît dans le métier, ce qui fait que je ne me lasse pas. Chez Vinci, on avait fait quelque chose de super. On avait réussi à réduire le temps de transaction de quelques millisecondes. Parce qu'il y avait de quelques millisecondes, mais en fait, les millisecondes rapportées à des milliers de transactions, ça fait des heures d'embouteillage de gagné.
Donc, c'était une toute petite action. On avait réussi à identifier ça. On avait enlevé 125 millisecondes ici, 500 millisecondes là. Ça avait vraiment l'air d'être rien. Et en fait, tout ça mis bout à bout, ça faisait des heures et des heures de voiture, de pots d'échappement en moins. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte de l'impact qu'on pouvait avoir. Et c'est ce qui m'a poussée à continuer dans cette voie. Là, plus récemment, on teste tout ce qui a trait à la réalité virtuelle. Comment l'utiliser de manière consciente, consciencieuse, à bon escient. Et c'est passionnant. C'est une technologie que j'avais commencé à regarder au MIT. À l'époque, c'était que pour faire des prototypes et des expériences pour la NASA. Aujourd'hui, c'est disponible au plus grand nombre. Alors, je suis moins en faveur des jeux vidéo, du gaming, etc. Mais il y a quand même des choses formidables qu'on peut faire, notamment sur l'éducation et la formation. Ça donne accès à l'environnement invisible, virtuel, de manière assez concrète. Donc, c'est assez bluffant. Et j'ai plein de sujets comme ça. Souvent, les innovations les plus bêtes sont les meilleures, quoi. Donc, il y en a plein. Je pourrais continuer pendant des heures. Ce que je vais vous poser, Claire, c'est qu'on sonde un peu les participants sur ce thème de l'innovation, qu'on voit un peu, qu'on puisse percevoir les tendances au travers de la question suivante. Donc, une question va être adressée au travers d'un sondage aux participants, qu'on remercie par avance, en fait, de répondre. Pour leur réponse, et ce qui nous permettra peut-être de rebondir sur leur représentation éventuelle. La question que nous vous proposons, c'est quel est le pays qui vous semble le plus propice à la diffusion de l'innovation? La France, la Chine ou les États-Unis? Alors, chaque participant va recevoir un sondage et nous allons pouvoir exploiter les résultats. Peut-être en attendant qu'on puisse activer le sondage, Claire, des participants se posaient la question sur la parité homme-femme par rapport à votre fonction, donc un métier émergent. Est-ce que vous avez quelques informations, un regard à nous donner sur cette thématique? Alors, vaste sujet. Sur l'innovation, il y a une bonne parité. Sur les sujets plus techniques, technologiques, malheureusement, on est encore loin de la parité. Et sur cette thématique de l'innovation ou des métiers émergents, comment pourriez qualifier en quelques mots finalement votre fonction pour donner envie aux jeunes de s'engager dans ce type de métier émergent? Alors, c'est vraiment passionnant. En fait, il n'y a pas de routine puisque on vit au gré des nouvelles technologies, des nouvelles tendances qui émergent. Donc, il y a un vrai travail de recherche. Ensuite, il y a un travail de mise en relation. Il faut être capable de faire des analogies et puis de connecter les bonnes personnes entre elles pour avoir des équipes pluridisciplinaires qui soient capables de mettre en œuvre les sujets. Et il faut quand même bien comprendre la technologie, mais derrière, il faut être capable de bien communiquer aussi, parce que pour générer de l'adoption, pour influencer, il faut communiquer. Donc, c'est un métier passionnant, multifacette, dont on ne se lasse pas. Aujourd'hui, c'est un métier qui semble se créer dans plusieurs organisations. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est quelque chose quand même qui reste encore un peu atypique? Alors, si vous regardez le CAC 40, vous avez de plus en plus de directeurs de l'innovation, de plus en plus de directeurs des technologies ou de la transformation. Donc, il y a divers noms qui sont donnés, mais même au sein des grands groupes cotés, on voit l'émergence de ce type de périmètre et de postes.
Et au sein des startups, bon, l'innovation fait partie de la startup, mais vous avez le CTO est très présent avec une dimension de transformation qui est très importante aussi. Donc, ça se généralise. Merci. Nous avons une question qui revient un peu sur l'impact environnemental. Est-ce que vous avez des actions qui sont mises en œuvre pour compenser l'impact environnemental d'usage technologique, comme la visioconférence aujourd'hui, ou est-ce que finalement ce sont des choses qui sont encore en cours de développement au niveau de la réflexion du groupe? Alors, c'est des aspects qui sont pris en compte, donc on essaye de mesurer. Après, on n'a pas du tout la prétention de dire qu'on a résolu le sujet. Il y a un des enjeux, c'est vraiment de comprendre scientifiquement quel est l'impact de ce type d'usage ou des déplacements professionnels, etc. De le mesurer ensuite et de le restituer à titre individuel et ensuite à l'ensemble de l'organisation pour avoir une feuille de route sur l'ensemble de l'organisation. Quand on mesure, par exemple, quand on fait des grandes conférences, on mesure l'impact qui est lié au déplacement et on essaie de compenser. Donc, on a une personne, un directeur qui est responsable pour ça et qui va essayer de le compenser avec d'autres actions. Alors, est-ce que ça le compense complètement? La réponse est non. On voit bien qu'il y a aujourd'hui des polémiques autour de est-ce que planter des arbres, ça a vraiment permis de changer quelque chose. Mais en tout cas, on est engagé dans cette voie. On ne prétend pas du tout avoir trouvé la solution, mais tous les jours, on essaie de trouver des solutions pour minimiser notre impact dès le début, justement pour pas avoir une empreinte carbone trop importante et pour la compenser si c'est possible de la manière la plus efficace et la plus réelle qui soit. Ce que je vous propose, Claire, c'est qu'on puisse regarder ensemble le résultat du sondage. Donc, la question était: quel est le pays qui vous semble le plus propice à la diffusion de l'innovation? Et au niveau des participants, nous avons comme résultat les USA en 1, la Chine en 2 et la France en 3. Par rapport à vos pratiques, est-ce que cela vous surprend? Quelle est votre réaction par rapport à ce résultat? C'est intéressant, il faudra regarder exactement les chiffres, mais il me semble que la France n'est pas si mauvaise que ça, justement. Je lisais un article récemment, les Américains sont bien sûr assez très libéralistes, donc ils sont ils embrassent ce type de nouvelles technologies, donc ils les adoptent beaucoup plus facilement. En Chine, c'est beaucoup plus régulé quand même, c'est beaucoup plus contraint. Et on a une partie de la population qui a accès à toutes ces nouvelles technologies, mais pas encore toute la population. Par contre, je crois qu'en France, on arrive quand même à assez bien diffuser les nouvelles idées. Donc, ne nous mettez pas dernier systématiquement. Je pense qu'on est quand même assez bon en France sur ces sujets. C'est le Japon qui est très mauvais dans la diffusion et l'adoption, même si à un moment donné, ils ont été très bons sur l'innovation. Sur les collaborateurs avec lesquels vous travaillez aujourd'hui, on imagine que vous avez des nouveaux collaborateurs régulièrement. Oui. Au niveau de ces collaborateurs, alors est-ce que vous les recrutez, que vous participez peut-être à des phases de recrutement? Est-ce que vous avez le sentiment que les collaborateurs ont des exigences aujourd'hui vis-à-vis de votre organisation? Est-ce que le recrutement, en fait, évolue par rapport à ces dernières années? Quelle est votre perception sur cette thématique? Oui, donc ce qu'on voit, on a des candidats qui sont de plus en plus exigeants, qui demandent notamment du télétravail. Donc pour eux, c'est une dimension obligatoire qui peut avoir tendance à choquer certains de nos managers les plus chevronnés. Mais donc, il y a cette exigence-là qui arrive. Il y a une forte exigence de diversité et d'inclusion aussi, sur laquelle on communique. Mais il y a cette demande de diversité et d'inclusion, de manière générale, de quand même une culture bienveillante qui soit moderne. Il y a une vraie demande de modernité, donc des outils modernes, un environnement moderne, un cadre de travail qui soit agréable,
avec des outils professionnels. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'employeur, Mazars, doit essayer de convaincre le candidat de venir dans son organisation? Ou est-ce que vous pensez que finalement, on reste sur un schéma un peu traditionnel en lien avec les compétences développées au travers d'un parcours professionnel? Non, je pense qu'il faut continuellement se remettre en question et on a un département de ressources humaines qui est très bon là-dessus, mais il faut d'abord leur montrer les aspects modernes d'un métier qui est très régulé. Et puis, la compétition est quand même assez importante. Donc, on a d'autres concurrents qui sont bien positionnés. On essaye d'attirer les meilleurs talents, les personnes les plus motivées, qui vont aussi nous permettre de diversifier l'ensemble de nos salariés. Donc, non, on essaye d'être le plus attractif possible. On travaille consciemment sur la proposition de valeur qu'on peut avoir auprès de nos jeunes. L'une d'entre elles, c'est de continuer en fait à les former sur les métiers du chiffre, sur les métiers de la finance, pour qu'en fait, on sait bien qu'aujourd'hui, on ne fait plus toute sa carrière dans le même groupe. Les jeunes n'ont plus cette fidélité qu'on a pu voir sur d'autres générations. Donc, on sait bien qu'ils sont là pour 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais pas toute leur vie. Donc, comment les accompagner, les former, avoir cette valeur ajoutée et qu'ils soient ensuite fiers et qu'ils restent des ambassadeurs de Mazars dans les prochaines étapes de leur vie. Donc, s'ils rejoignent la direction financière d'un grand groupe du CAC 40, j'ai vu qu'il y avait Air Liquide qui était cité, s'ils rejoignent la direction financière de Air Liquide, notre objectif, c'est qu'ils soient capables de parler en termes très positifs de Mazars, même après l'expérience chez Mazars, pour recruter Mazars en tant que commissaire aux comptes, etc. Donc, on est vraiment sur l'attractivité court terme, mais aussi très long terme. Donc, une proposition de valeur qui ait du sens pour nos salariés. Et ils sont très exigeants et ils ont raison. Aujourd'hui, nous avons des élèves, des étudiants qui construisent progressivement leur parcours professionnel, que ce soit des collégiens dans le cadre de la découverte des fonctions, des métiers en 5e, jusqu'aux élèves de première terminale, voire aux élèves de post-bac, en STS, en classe préparatoire. Quel message vous nous conseillez de leur passer en termes de compétences, sachant que ce sont des jeunes finalement qui vont rentrer sur le marché du travail entre 5 à 15 ans dans les années à venir? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour les accompagner, des compétences clés vraiment que nous devons développer auprès d'eux? L'une des compétences clés pour moi, c'est vraiment les sciences, les maths, la physique. C'est vraiment être capable de comprendre les sciences et de comprendre ce qui est vrai derrière tous les messages qu'on peut recevoir un peu partout aujourd'hui. Donc, c'est développer cette compétence et cet esprit critique. C'est hyper important. Parce qu'on nous fait tout le temps plein de nouvelles propositions, de nouvelles idées. Et en fait, une grande partie du métier repose sur la capacité à évaluer de manière non biaisée la validité de l'idée. Donc, il faut être rigoureux, mais il faut avoir cet esprit critique qui s'applique tout le temps. Être fort en sciences, bien comprendre les sciences, d'abord, ça ne permet de pas avoir d'appréhension, ça permet d'aller toucher n'importe quel sujet. Aujourd'hui, il y a de la physique quantique, on parle de blockchain, on parle d'intelligence artificielle. Ce qui me permet d'aborder tous ces sujets avec sérénité, c'est aussi le bagage que j'ai pu avoir sur le côté ingénieur, le côté scientifique. Après, il faut être, je pense, très ouvert, très curieux. Les choses bougent vite. Il faut être capable de continuer à se former et d'être volontaire pour participer à de nouvelles initiatives. Il ne faut pas attendre qu'on vienne vous chercher. Il faut aussi aller chercher les opportunités parce qu'on est hyper nombreux. Pour se démarquer, il faut aller chercher soi-même le prochain sujet, le prochain poste. Donc, je ne sais pas si ça peut vous aider, mais c'est vraiment esprit critique, curiosité, les sciences et aller chercher l'opportunité. C'est peut-être une longue liste déjà.
Ça nous permet, merci pour ce regard, ça nous permet d'avoir des grandes tendances. C'est vrai qu'au travers de nos élèves et nos étudiants, nous mettons en place des situations d'apprentissage qui permettent bien de leur faire développer des compétences et d'enrichir leur parcours. Donc, ces notions sont intéressantes en termes de perspective et d'accompagnement. On arrive au terme de notre durée d'entretien qui était fixée environ à 1 heure, car je crois que vous avez aussi des obligations par ailleurs, Claire, et encore un grand merci pour ce temps que vous avez passé avec nous éclairer sur votre métier et puis sur les fonctions émergentes par rapport aux organisations. Merci beaucoup Claire Cizer. C'est vrai que c'était un échange passionnant et vraiment un très beau parcours inspirant. Vous nous avez parlé beaucoup d'inspiration et nous terminons cet échange avec vous très inspiré. Merci aussi Laurence Boyau pour cette très belle modération qui permet de poser des questions et de réfléchir vraiment à comment faire le lien entre des personnes inspirantes comme vous et nos élèves au quotidien dans les classes pour ouvrir le champ des possibles et in fine aussi agir pour l'égalité des chances en faisant leur partager directement votre propos. Alors maintenant, je vous donne à toutes et à tous rendez-vous mercredi prochain. C'est un webinaire avec Air Liquide le 27 septembre. Voilà, souvent on a une représentation de ce groupe comme étant uniquement un producteur de gaz, d'hydrogène. On connaît les bouteilles au bord des autoroutes ou des hôpitaux. En fait, Air Liquide, c'est une entreprise leader français mondial dans différents secteurs d'activité. Et on vous fera découvrir une belle entreprise aussi. Merci beaucoup, un grand merci à tous et puis une belle fin d'après-midi à tous les participants. Merci beaucoup. Merci. Et le replay de cet échange va être envoyé aux participants dès la fin de cet échange. Donc, le numérique nous permet d'innover, de clôturer l'échange en ayant immédiatement le replay. Merci beaucoup. Merci. Oui. Merci.